Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons de coronavirus, de chats et de colonisation sur Mars. Il est 16h et Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde. Salut. Et alors bonjour à tous, on débute cette émission avec Margot qui va nous parler de chats. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de nos compagnons de tous les jours pour ceux qui partagent leur toit avec. Je fais évidemment référence aux chats ou ces animaux aux facultés qui parfois nous épatent. D'ailleurs, autour de la table, quelles sont les caractéristiques qui vous surprennent chez les chats ? Ils peuvent voir la nuit. Alors oui, c'est un bon point que tu soulèves là, et on va y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, on va effectivement commencer par parler de leur vue. Les chats possèdent donc un angle de vision de 287 degrés contre 180 chez l'homme, et ils ont comme nous une vision dite binoculaire, c'est-à-dire que les deux yeux sont utilisés simultanément. On entend souvent que les chats voient dans le noir, mais en réalité, ils ont juste une vision plus performante que la nôtre, en faible lumière, et cela est dû au fait qu'à l'origine, le chat est un chasseur crépusculaire. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'un chat soit plus actif la nuit qu'en journée. Au niveau de la vue, le chat ne perçoit ni les couleurs ni les mouvements de la même façon. Il semblerait que le rouge d'ailleurs lui soit inconnu, donc ce détail est encore discuté. Donc la vue du chat est aussi granuleuse et ne rend pas compte du coup des détails qui sont statiques en tout cas, et c'est imparfait pour eux, mais par contre, tout ce qui est en mouvement, ils le voient de façon nette, et c'est d'ailleurs le cas de nombreux prédateurs chasseurs. Alors par ailleurs, savez-vous ce qu'est le tapetum lucidum ? C'est en deux parties, c'est une espèce, non ? Non, pas du tout. Attention, celui qui répond pourra demander ce qu'il veut à Corentin. Non. Vas-y, répète. Alors le tapetum lucidum. Je sais pas. Il y a lucidum, peut-être un rapport avec la lumière, mais... Ah, joli. Le tapetum C'est Ah, joli. des pigments, trucs qui captent la lumière, non ? Dans les yeux ? C'est pas des pigments. Si je vous parle des yeux phosphorescents des chats. C'est-à-dire qu'ils produisent leur propre lumière ? Non. En fait, en réalité, sur le plan scientifique, le fait d'appeler ça des yeux phosphorescents, c'est un abus de langage, sans dire autre chose. Mais vous avez déjà sûrement vu un chat dans le noir avec les yeux qui sont... Qui brillent et tout qui rond. brillent. Ouais. Qui font flipper. Oui, c'est parce qu'en Exactement. fait, ils renvoient la lumière qui capte, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, c'est pas dû à du phosphore, mais au tapetum lucidum, qui est une couche réfléchissante située au fond de l'œil. Plus précisément, elle est localisée sur la choroïde, à l'arrière de la rétine, donc à l'intérieur même de la rétine. Il agit comme un miroir et renvoie la lumière perçue, ce qui la fait passer une seconde fois dans la rétine et multiplie son acuité visuelle dans l'obscurité. Les humains n'ont pas cette substance dans l'œil, mais c'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on ait une vue assez médiocre dans le noir. Et du coup, le tapetum lucidum, c'est ça ? Ouais. Et il se retrouve chez d'autres animaux nocturnes, entre guillemets ? Pas forcément des animaux nocturnes, parce que les chiens en ont un peu aussi, et c'est pas forcément un animal nocturne, mais il y a d'autres animaux, oui, qui possèdent... En fait, si tu regardes, dès que tu verras une couche comme ça dans le noir qui... Si je vois les yeux d'un animal qui brille, c'est que Voilà, c'est du tapetum. c'est forcément dû à cette substance. D'accord. Et d'ailleurs, on en retrouve chez certains poissons, ce qui est assez étonnant. Alors, une autre particularité de l'œil du chat est qu'outre les paupières inférieures et supérieures, que nous possédons aussi, lui a une troisième paupière qui protège encore son œil, et on l'appelle du coup la membrane nictitante. Par ailleurs, autre petite anecdote sur la vue des chats, 60 à 80% des chats blancs aux yeux bleus sont sourds. Mais pourquoi ? Cette surdité est liée au gène W qui est responsable d'une dégénérescence de l'oreille interne et de l'absence de pigments dans le poil qui paraît alors blanc. Mais qu'en est-il des autres sens chez le chat ? Est-ce que vous savez un peu comment ils sont les autres sens chez les chats ? Développés, pas trop développés ? Les moustaches, ça se développait pour se repérer dans l'espace, non ? Exactement. Donc il y a d'autres sens qui sont bien développés en fait. Donc là je vais vous parler de l'odorat qui lui aussi est bien développé pour permettre au chat de détecter la nourriture avariée et le poison. Il a également une importance majeure dans la vie sociale du chat pour délimiter son territoire. Ce sens est 50 à 70 fois mieux développé que chez les humains. Le goût et le toucher sont également bien développés. Par ailleurs, les chats possèdent des vibrisses qui sont présents donc sur les moustaches, sur les pattes, sous le menton et sur les sourcils. Ça lui indique du coup la proximité des obstacles. Ça lui permet aussi de détecter les variations de la pression et de l'air, de la pression de l'air.
et même de mesurer la largeur d'un passage. Donc autrement dit, c'est super important. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les couper, car sinon le chat serait déstabilisé. Donc selon vous, qu'en est-il de l'anatomie des chats ? Connaissez-vous des particularités de celle-ci ? Alors moi j'avais entendu que si la tête d'un chat elle passait dans un trou, tout son corps il pouvait passer dedans. Non mais par exemple dans deux barreaux qui sont écartés, tu vois, s'il arrivait à passer sa tête dedans, ça veut dire que tout le reste de son corps y passait. Alors que chez nous par exemple, les épaules ou les hanches elles passent pas. Après, les chats, comme pas mal d'animaux dans la famille des félidés, ils ont des épaules relativement petites. Donc c'est ce qui pourrait expliquer le phénomène que tu expliques. Donc l'anatomie du chat, elle est semblable à celle des autres espèces de félidés. Donc il a un corps qui est fort et flexible, notamment grâce à ses petites épaules, et ça lui permet du coup d'avoir des réflexes rapides. Donc ils ont aussi des dents pointues et des griffes rétractables, et la clavicule des chats est donc de petite taille et est reliée au sternum par un unique ligament, ce qui aura comme conséquence de permettre à l'animal d'avoir une grande souplesse et lui permettre de faire certaines figures qui nous épatent. Au niveau de la dentition, comme tous les carnivores, la dernière prémolaire supérieure et la première molaire inférieure des chats va former la carnassière qui leur permet de déchirer leur nourriture. Par ailleurs, contrairement à ce que l'on peut entendre ou penser, un chat sait nager et n'hésitera pas à se jeter dans l'eau s'il y est contraint. Le chat est donc un mammifère, tout comme nous, mais lui fait partie de la famille des félidés, tout comme le tigre du Bengale ou le puma, mais aussi le chat sauvage. Oui, j'ai dit le chat sauvage, car aujourd'hui, nous parlons du chat domestique. Mais alors, quelle est la différence entre les deux ? Avez-vous une petite idée ? Je sais pas, moi je dirais juste la taille, mais j'ai pas d'autres critères. Parce qu'il me semble que les chats sauvages sont un peu plus gros, non ? Oui, généralement, les chats sauvages sont plus gros, mais je veux surtout vous amener vers la domestication. Donc, comme le nom l'indique, le chat domestique est domestiqué. Mais alors, qu'est-ce que la domestication ? Autour de la table, une petite idée ? C'est quand une espèce est sélectionnée par l'homme pour des critères qui l'intéressent. Ça peut être par exemple de la nourriture, on va choisir des vaches, mais pour les chats, c'est peut-être plus en loisir, parce qu'il est doux à caresser ou des choses comme ça. Il est mignon. Ah oui, exactement, mais c'est à peu près ça. Donc alors, selon Thomas Lecoq, maître de conférence à l'Université des sciences et technologies de Vendeuvre et chercheur en aquaculture continentale au laboratoire URAFPA aussi de Vendeuvre, la domestication est le processus dans lequel les populations sont élevées dans un environnement contrôlé par l'homme et modifiées à travers les générations successives, et leurs ancêtres sauvages de manière à les rendre plus utiles aux humains, qui contrôlent de plus en plus au cours du processus leur reproduction et leur alimentation. Et d'ailleurs, donc selon les deux paléogénéticiens Eva Maria Jaigle et Thierry Grange, la présence des chats domestiques aux côtés des hommes se serait faite de façon commensale, c'est-à-dire que le chat aurait été attiré dans les villages suite à un afflux de rongeurs, que les stocks de grains et d'orge et de blé ne cessaient de provoquer. À cela s'ajoute le fait que les chats chassaient également des animaux venimeux, comme les vipères. Et voilà, vous connaissez maintenant un peu mieux cet animal partageant notre environnement. Et si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à écouter la suite lors de la prochaine émission. Eh bah super Margot, merci. Tout de suite on fait une pause avec The Cure et leur titre Boys Don't Cry avant de retrouver Nicolas pour nous parler d'un virus dont on entend beaucoup parler en ce moment. Bonjour ou rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite, comme promis, on s'attaque au coronavirus avec Nicolas. Et oui, il est sur toutes les lèvres, mais pas encore dans toutes les chaumières. Peut-être que vous en avez peur ou peut-être que vous en avez marre que tout le monde en parle à la télé, c'est bien sûr le coronavirus. Alors, futur apocalypse ou alors beaucoup de bruit pour pas grand-chose, c'est la question que je me suis posée. Et je vais essayer de voir avec vous à quelle conclusion j'en suis venu. Alors, je tiens à préciser avant tout que les chiffres que je vais donner, ils sont à jour pour le 1er mars 2020. Alors peut-être que quand la chronique passera ou quand vous les réécouterez dans quelques mois, ce sera plus du tout à jour ou peut-être vous allez vous moquer de ce que je viens de dire. Mais en tout cas, c'est aux conclusions auxquelles j'en suis venu en faisant mes recherches. Donc je me suis aussi beaucoup basé sur l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Donc le coronavirus. Déjà, vous avez peut-être vu qu'il avait changé plusieurs fois de nom. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que je crois que coronavirus, déjà, c'est une famille de virus. Et c'est pas le virus. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le coronavirus, c'est une famille de virus. Il y a d'autres virus, de type coronavirus qui sévissent. Et donc celui dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le COVID-19 ou Covid-19. En gros, c'est CO pour coronavirus, enfin pour corona et V pour virus.
Et des fois, on rajoute le D à la fin pour disease, c'est maladie en anglais. Et 19 parce que c'est l'année 2019. En fait, il a été signalé le 31 décembre 2019, donc dans la région de Wuhan en Chine. Alors, où est-ce qu'on en est ? Actuellement, il y a à peu près 80 000 personnes qui sont contaminées dans le monde, avec plus de 79 000 qui se trouvent en Chine. Donc pour l'instant, ça reste beaucoup en Chine. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? Donc on le compare un petit peu à la grippe, ou à Ebola, ou à plein d'autres maladies, sur différents critères. Pourquoi on le compare à Ebola ? Parce que tous les gens, moi ce que j'ai beaucoup entendu, c'est les gens, ils disaient « Oh, mais pourquoi est-ce qu'il est pire que Ebola ?» ou « Pourquoi il est pas pire que Ebola ?» en gros, les gens essayent de le comparer à des maladies qu'on connaît pour soit se rassurer, soit se faire flipper en fait. Et du coup, c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire dans ma démarche. Nous faire flipper ou nous rassurer ? Ça dépend, peut-être un peu les deux. Ça dépend, vous êtes plus inquiet ou plus pas trop inquiet, vous autour de la table ? Moi, je suis pas inquiet, personnellement. Avec ça. Non, pas trop inquiet non plus. Moi non plus. D'accord, vous êtes plus inquiet que les gens soient inquiets, quoi. De la paranoïa autour c'est de ce ça. virus, mais c'est tout. Des fausses informations qui peuvent circuler. Ok, ça peut se comprendre. Déjà, vous avez peut-être déjà entendu le terme oui, il a un R0 de 2,2, ou alors il a une infectiosité de 2,2. Ah non, C'est pas la moi, ça me dit rien. propagation ? C'est en rapport avec la propagation. En fait, ça s'appelle le R0. Donc, en fait, c'est le nombre de patients que quelqu'un qui a la maladie va contaminer au cours de la phase pendant que lui il est malade en fait. Et donc ça permet de voir comment un virus il arrive à se disperser. Donc en gros, plus la valeur elle va être élevée, plus ça veut dire que le virus il va être va avoir des facilités à se disperser et donc à contaminer des gens. Donc pour le coronavirus, il est de 2,2. Donc ça paraît peu. Celui de la grippe saisonnière, on va dire, il est que de 1,3. Et pour citer d'autres maladies, par exemple, la rubéole, il est de 6, ou même la rougeole, il est de 18. Je crois que le paludisme, c'est à 25, mais à vérifier. Donc ça n'a pas l'air si contagieux que ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va se placer dans un échantillon de 1000 individus qui seront en groupe, on va les laisser 3 semaines ensemble. Et en fait, en prenant ces chiffres, au bout de 3 semaines, on aura 25% des gens qui seront contaminés, avec juste cet indice de 2,2. Donc en fait, c'est pour ça que, pour des mesures de précaution, il y a en ce moment, il y a les salles de concert qui sont en train d'annuler, ou les rassemblements de plus de 5000 personnes qui sont proscrits. C'est en fait parce que plus on va être dans des environnements confinés avec un grand nombre de personnes, plus la contamination elle va se faire facilement et va toucher une grande partie des gens. Ensuite, on entend aussi beaucoup parler de la létalité du virus. Et vous avez entendu parler ou pas du tout ? Oui, mais si je dis pas de bêtises, genre on entend rarement dire que c'est une personne de 30 ans ou en dessous qui est morte. Ou même... Oui, c'est vrai. Mais du coup, je voulais juste d'abord parler de la létalité et je reviendrai à l'âge plus tard. Ok. Donc on entend parler de la létalité et les gens disent... actuellement, le taux de létalité du virus est de 2,5%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une personne lambda qui a le virus a 2,5% de chance, ou de malchance, de mourir. C'est-à-dire que sur 100 personnes malades, il y en a 2,5 qui meurent. Mais comme Corentin l'a dit, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est l'âge des individus. Pour l'instant, la grande majorité, donc là j'ai pas les chiffres exacts, mais la grande majorité des gens qui sont morts du virus ont plus de 60 ans. Donc bien sûr, il y a eu des cas à 30 ans, à 20 ans, mais c'est vraiment une petite partie de la population, et pour l'instant, aucun enfant n'est mort du virus, alors qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Donc là, vous vous dites, bon, c'est pas super contagieux apparemment, c'est pas non plus super mortel, on risque rien. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, si on compare à la grippe, parce que c'est deux maladies assez comparables dans leur mode de transmission et dans leurs symptômes, la grippe en France, tous les ans, il y a en moyenne 2 millions de gens qui ont la grippe par an. 2,5 millions de personnes qui ont la grippe par an en France. Pour 8 000 à 9 000 morts de la grippe par an. Sachant que la grippe, on a dit qu'elle a un taux de contamination de 1,3 et un taux de létalité de 0,3. Donc là, en fait, on est sur du 4 à 5 fois plus létal pour le coronavirus. Et donc, en fait, en faisant des calculs assez rapides en fonction de la population de la France et du taux de létalité, si on prend aucune mesure, c'est-à-dire que
on dit que le coronavirus c'est une maladie comme une autre et qu'on donne pas de consignes plus que les consignes habituelles qu'il y a pour la grippe. En France, on serait à plus de 5 millions de gens malades par an, avec plus de 125 000 morts par an du coronavirus en France. On serait déjà un petit peu plus... On serait pas non plus à l'apocalypse, mais on serait déjà à des... Ouais, les conséquences seraient plus importantes. Voilà, des gens plus... Enfin, des plus gros chiffres. Et enfin, donc la dernière donnée qui va un petit peu encore accentuer le nombre de morts, c'est que le coronavirus, c'est une maladie qui nécessite des soins en hôpitaux. La plupart du temps, il y a besoin de soins hospitaliers. Et le problème, c'est que dans les hôpitaux, on n'a pas du tout assez de place pour soigner ces 100 000 patients supplémentaires. Enfin, c'est même ces 5 millions de patients supplémentaires. Et en fait, quand on n'a pas de soins à l'hôpital, ça fait augmenter beaucoup le taux de létalité. On passerait de 2,5 à plus de 5%. Enfin, ça, c'est difficile à estimer, mais dans les chiffres que j'ai vus, les gens estiment que ça passerait plus à 5 à 6%. Et en fait, dans un cas comme ça, on serait plus autour de 125 000 morts par an, mais presque le double. Donc 200 à 250 000 morts par an. Et donc déjà, tous les gens qui s'inquiètent pour que ce soit tout le monde va mourir du coronavirus, c'est pas le cas. Mais par contre, il ne faut pas non plus le prendre un petit peu en mode oui, ben c'est beaucoup de bruit pour rien, parce qu'on parle quand même de plus de 200 000 morts en France. Donc ça représente à peu près 0,3% de la population. C'est-à-dire que 3 personnes sur 1000 mourraient du coronavirus par an. Donc les consignes de bien se laver les mains, se désinfecter avec des gels antibactériens, ça fonctionne. C'est des consignes assez qu'il faut essayer d'appliquer. Donc oui, bien se laver les mains. Par contre, ce qui est difficile à estimer, c'est que je pense que les gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas très très âgés. Donc peut-être vous allez vous dire oui, mais ça risque de toucher que les vieux. Certes, mais vous avez sûrement des personnes âgées dans vos proches. Vous voulez peut-être pas qu'ils meurent bêtement. Et il y a quand même des cas de personnes de 30 à 40 ans qui meurent tous les ans, donc autant s'épargner un risque inutile. Donc voilà, c'était un petit point informatif sur le coronavirus avec des données que j'ai récoltées donc auprès de l'OMS, auprès de l'ENS, donc des établissements assez fiables. Donc faut pas non plus, surtout ne pas céder à la panique, hein, ça sert à rien de s'énerver. Au niveau juste des masques respiratoires, c'est pas si utile que ça. C'est utile seulement si on est malade. Pas que, mais ce serait... Enfin, en gros, c'est assez... Ça prendrait plus de temps... Enfin, ça prendrait trop de temps à tout expliquer là, dans la chronique, mais les masques, si vous voyez des gens avec des masques, ne flippez pas, et c'est pas une obligation d'avoir des masques, en tout cas. Eh ben, je crois que tout est dit. Merci Nicolas, une chronique fort intéressante. On va se détendre un peu, penser à autre chose, avec Love Yourself to Dance des Daft Punk, et juste après, nous écouterons Clarisse pour nous parler de la colonisation sur Mars. A tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Clarisse pour nous présenter la colonisation sur Mars. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aller un peu dans l'espace et je vais vous parler de la colonisation de Mars. Donc, qu'est-ce que c'est que la colonisation de Mars ? Eh bien, la colonisation de Mars, c'est l'idée qu'un jour, peut-être, les humains vivront sur cette planète. C'est d'ailleurs le projet phare de SpaceX. SpaceX, qui est une entreprise d'astronautique et de vol spatial fondée par Elon Musk. Donc, qui est Elon Musk ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? Il est riche. Il est riche. C'est un scientifique américain qui a du coup fondé SpaceX. Oui. Ah bon, il est scientifique ? C'est lui qui a vendu PayPal ? Bah, c'est lui qui a fondé PayPal et qui l'a revendu. Du coup, c'est un scientifique et du coup, maintenant, il dirige SpaceX. C'est ça, c'est le fondateur de SpaceX. Il fait beaucoup de choses. Énormément de choses. Sa page Wikipédia est très bien fournie. Donc ce qu'on pourrait dire en général, c'est que c'est un génie playboy philanthrope milliardaire. Cet homme, c'est le PDG de SpaceX, le directeur général de Tesla. Il est ingénieur à ses temps perdus, d'après sa page Wikipédia. Et c'est la personne la plus connue dans la colonisation de Mars, parce qu'il en a fait le but de sa vie. Mais pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix coloniser Mars ? Pourquoi cette planète paraît aussi importante, d'après vous ? Parce qu'elle aurait des caractéristiques qui pourraient faire qu'elle est potentiellement habitable ? Oui, en partie. Alors oui, c'est ça. En fait, c'est la planète la plus similaire à la Terre. C'est pour ça qu'elle est la plus intéressante au point de vue de la colonisation. Donc, tout d'abord, elle a la même durée de jour. Ensuite, elle est composée comme la Terre d'un manteau, d'une croûte, d'un noyau. On y trouve des volcans, des vallées, des dunes, de la glace au niveau des pôles.
Et elle a une activité géologique interne, donc il peut y avoir des séismes, des coulées de lave, même si c'est assez rare, ce qui est vraiment similaire à notre planète. Il y a quand même des différences importantes. Donc par exemple, Mars a 2 lunes, comparé à nous qui n'en avons qu'une, qui s'appellent Phobos et Deimos. Elle est plus éloignée du Soleil que la Terre, donc sa température moyenne est de moins 60 degrés. Quand même un peu froid comparé à notre planète. Et puis son atmosphère, elle est composée majoritairement de CO2, ce qui est l'inverse de notre planète, on a plus d'O2. Donc ensuite, comment allons-nous coloniser cette planète ? Donc pour ça, on commence avec des études de Mars. Donc pour savoir quels seront les besoins là-bas, comment les satisfaire, en bref, savoir concrètement s'il serait possible d'y habiter, et si oui, ce dont on aura besoin pour le faire. Donc c'est les agences spatiales qui s'occupent de ces études et qui nous permettent de récupérer ces informations. Ils envoient des robots comme Opportunity, qu'on a déjà pu entendre, Curiosity, et Mars 2020 qui va être envoyé cette année. Ils envoient aussi des sondes, comme la sonde InSight qui y est en ce moment. Et ça permet de faire des recherches géologiques, de chercher par exemple de l'eau ou la vie, qu'elle soit passée ou actuelle. Et il y a eu beaucoup de résultats. On a pu trouver qu'il y avait eu beaucoup d'eau sur Mars avant, mais qu'elle a presque totalement disparu. Et par contre, au niveau de la vie, on n'a pas trouvé de traces de vie sûres. Il y a des hypothèses qui sont formulées, mais on ne sait pas encore s'il y a eu ou s'il y a en ce moment de la vie sur Mars. Et c'est pour ça que le robot Mars 2020 va être envoyé. Donc on sait à peu près ce dont on aura besoin sur Mars grâce à tout ça, mais comment est-ce qu'on va y aller ? Comment on va transporter tout le monde sur Mars ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'on est obligé d'aller sur Mars ? Ouais, écoute, alors, je vais reformuler la question. Comment Elon Musk va tous nous emmener sur Mars, même si on le veut pas ? Et c'est par des fusées, enfin... Oui, des fusées. Mais je crois qu'il voit ça comme... comment ? Lui, il veut juste s'occuper de nous emmener. Mais une fois qu'on y est, au final... Il nous lâche là-bas et ouais, voilà, c'est il ça. repart. Oui, c'est Genre, ça. tu payes le billet retour, sinon tu repars pas. Alors son but, oui, c'est ça, c'est d'emmener des gens sur Mars, de créer une colonie qui sera d'abord dépendante de la Terre, puis qui sera totalement autonome. Et pour ça, il a créé un vaisseau qui s'appelle le Starship. Donc c'est un nom qui fait rêver ou qui rappelle une chanson de Nicki Minaj, selon votre culture. Et ça permettrait en fait de faire des voyages spatiaux entre la Terre, la Lune et Mars, aussi de ravitailler la station spatiale internationale et de transporter des marchandises d'un bout à l'autre de la Terre. On reste quand même dans le showbiz. Mais les gens, du coup, ils seraient sélectionnés ou ils seraient volontaires ? Alors son but, c'est d'emmener tout le monde en fait. Ah, d'accord. C'est Juste Tous ça. ceux qui veulent, quoi. voilà, tous ceux qui veulent. Ou tous ceux qui Du coup, t'es pas peuvent obligé- payer t'es pas le obligé d'y billet, aller, surtout. Non, c'est bon. Oui, au début, ceux qui peuvent payer surtout, oui, c'est clairement ça. Alors cette fusée, avant de s'appeler Starship, elle s'appelait BFR, qui veut dire Big Falcon Rocket, ou encore Big Fucking Rocket. Elle a fait son premier vol en 2019, mais elle est encore en développement. Mais d'ici 2024, elle pourra faire son premier vol habité normalement. Donc on sait pourquoi Mars est une planète intéressante, comment on va y aller. Maintenant, imaginez-vous dans un vaisseau allant droit vers Mars. Même si vous n'avez pas envie, d'accord ? J'ai déjà des mots de transport dans un bus, alors... Ça, oui, ce serait compliqué. Combien de temps, d'après vous, il vous faudra pour y arriver ? Je sais pas, 10 ans. ouais, beaucoup de temps. Ouais. Il me semble que c'est 1 an, non ? C'est un peu moins d'1 an, beaucoup moins de 10 ans. C'est 260 jours. Donc ce sera un beau mais très long voyage. Et d'après vous, quand est-ce qu'on pourra faire ce voyage ? Quand est-ce qu'on pourra partir sur Mars ? Voilà, t'avais dit qu'il serait prêt pour son premier vol en 2024. Son Donc, premier vol habité. En 2030. D'autres idées ? Ouais, peut-être un peu plus tard, le temps qu'ils voient ce qu'on fait une fois là-bas. Peut-être 2040 plutôt. Alors moi, d'après Elon Musk, ce serait en 2050. D'ici 2050, il aura préparé 1000 Starships. Il pourra envoyer 1 million de personnes. Il prépare une flotte mais comme Star Wars. il est c'est ouf. super chaud. Il est super chaud. Mais en plus, c'est le patron de Amazon, ou je sais plus si c'est l'ancien, s'il l'a encore, mais il est dans la même... Enfin, il a créé aussi sa station. Enfin, c'est... Ah, oui, il pèse. Enfin, c'est incroyable. Genre, Il est complètement incroyable, c'est vrai. En gros, il enverrait 1000 Starships tous les 26 mois et il pourrait envoyer d'ici 2050 1 million de personnes.
Bon, bien sûr, il faut déjà que des professionnels mettent le pied sur Mars parce que ça n'a jamais été fait. Il faut qu'on sache le matériel qu'on va envoyer là-haut pour pouvoir y vivre parce que c'est bien d'y arriver, mais il faut pouvoir y survivre au moins. Et malgré cette annonce qui est très ambitieuse, il reste plein de problèmes qui nous empêchent de vivre sur Mars. Par exemple, les radiations qui augmentent grandement le risque de cancer, ou les tempêtes de poussière sur Mars qui sont très violentes et qui durent très longtemps. Il y a aussi les communications radio entre la Terre et Mars, parce qu'il faut au minimum 6 minutes pour discuter d'une planète à l'autre, ou 44 minutes quand les planètes sont les plus éloignées l'une de l'autre, ce qui rend la communication difficile. Et aussi, il n'y a pas de matériel utilisable sur Mars pour pouvoir y vivre directement, il faudrait qu'on emmène tout là-bas, ce qui demande une certaine logistique. Et puis une certaine dépendance à la Terre, ça risque d'être dangereux si on y est au final. Oui, c'est ça, clairement. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'ils pensent plutôt faire clairement une dépendance à la Terre au début, toujours avoir besoin de matériaux et tout ça, et après devenir autonome, mais reste à voir si c'est possible et à ce moment-là, comment ils le feraient. Et toutes ces questions n'ont pas encore de réponse. Donc voilà, c'est que quelques exemples de tous les problèmes qu'il y a pour cette colonisation de Mars, mais c'est des problèmes sur lesquels des scientifiques travaillent tous les jours et qui seront peut-être résolus un jour, qui sait. Eh ben super Clarisse, merci. On écoute tout de suite Queen avant de se retrouver avec un quiz sur la biologie marine. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. On se détend tout de suite avec un quiz sur la mer fait par Mathilde, mais que je vais vous présenter puisqu'elle n'a pas pu être là. Donc petit rappel des règles. Celui qui aura le moins de points devra faire le quiz pour la prochaine émission. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que Clarisse, elle est, entre guillemets, elle a le totem d'immunité vu qu'elle l'a fait la semaine dernière ? Elle a le totem d'immunité. Oui. Alors, première question. Les dauphins sont-ils les plus gros poissons du monde ? Vrai ou faux ? Faux. Faux. Pourquoi ? Parce que c'est des mammifères. Ouais. Exactement. Plus précisément, ce sont quoi ? Des cétacés. Ah, vous êtes chaud. C'est assez, dit la baleine. Prochaine question. L'exocet est un poisson capable d'effectuer un vol plané au-dessus de l'eau de 10 mètres, 30 mètres ou 200 mètres. Tu peux répéter le nom du poisson s'il te plaît ? L'exocet. L'exocet ? Oui. Ouais, moi je dis 30 mètres. Je dis 10. Clarisse ? 30. Ah. En courant favorable. Donc la bonne réponse est de 30 à 200 mètres et il fait ça grâce à des grandes nageoires pectorales qui sont très très longues. Joli. Prochaine question. La méduse renferme 20% d'eau, 50% d'eau ou 96% d'eau ? 96% d'eau. Tout Là. pareil. Tout pareil. Et c'est une bonne réponse. Bon, elle était facile, hein, faut le dire. Et donc du coup, dedans, on n'a que 2 à 5% de matière sèche et le reste est vraiment que de l'eau. Quel est le taux de sel moyen dans l'eau de mer ? 10 grammes par litre, 35 grammes par litre ou 50 grammes par litre ? La réponse B. 35 grammes par litre ? Oui. Moi aussi. Je dirais 10 pour me démarquer. Eh bien non, c'est 35 grammes par litre. Donc en fait, si on enlevait tout le sel de l'océan et qu'on l'étalait sur Terre, il y aurait une couche de sel de 150 mètres. Pas mal. Prochaine question. À partir de quelle profondeur la lumière ne pénètre plus du tout dans l'océan ? 100 mètres, 500 mètres, 1000 mètres ou 1500 mètres ? 100 mètres. Margot ? Tu peux répéter les réponses, s'il te plaît ? 100 mètres, 500 mètres, 1000 mètres ou 1500 mètres ? Tu peux me faire un clin d'œil quand tu dis la bonne réponse ? 100 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres. 1000 mètres. 500, entre les deux. Et la bonne réponse était bien 1000 mètres. Donc là, à cette distance, là, les espèces marines, elles consomment principalement ce qu'on appelle de la neige marine. Donc en fait, c'est une pluie ininterrompue de détritus marins tombant des couches supérieures d'eau vers les fonds de l'océan. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma chronique sur les abysses. Qui est allé dans l'endroit le plus profond sur Terre ? La fosse Marianne, qui est à 10 971 km. Auguste Piccard, donc un physicien aéronaute océanote suisse, est celui qui inspira à Hergé son personnage du professeur Tournesol. Don Walsh, pardon si je prononce mal, un officier de la marine américaine, océanographe et professeur d'université, et il partage avec Jacques Piccard le record de la plongée la plus profonde à Challenger Deep dans la fosse des Mariannes à bord du bathyscaphe Trieste le 23 janvier 1960. Troisième et dernière proposition, James Cameron, un réalisateur, scénariste et producteur. James Cameron. James Cameron. Et ben la réponse c'était les 3. Ah. J'avais entendu pour Cameron, mais les autres. J'étais pas sûre avec le je savais pas. Challenger Deep, je sais que j'en avais entendu parler, mais
J'avais un doute. Oui, Et il faut savoir que James Cameron, c'est quelqu'un qui est super intéressé par tout ce qui est fond marin, et c'est ce qui l'a principalement inspiré pour les films Avatar. Et je crois qu'il y en a un bientôt, le deuxième qui va sortir, si je dis pas de bêtises. Quel crabe existe? Le crabe yéti, le crabe ours ou le crabe pingouin? je sais pas, mais il sera trop bien. Juste, Le pingouin, juste. Ouais, je vais dire le pingouin juste pour J'ai mon trop amour du envie. pingouin. Nico? Moi, je vais dire le ours. Ah là 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 là, l'erreur, c'était le crabe yéti, Oh, bon. qui vit à 2500 mètres de profondeur près des sources hydrothermales. Il est reconnaissable aux soies abondantes qui couvrent ses pattes, à l'origine de la deuxième partie de son nom. Quel jour se tient la journée mondiale des océans? Le 17 mars, le 17 mars, le 1er mai ou le 8 juin? Oh, je sais déjà pas ma fête. Alors déjà, c'est pas le 17 mars. Mathilde me l'aurait dit vu que c'est son anniversaire. Et les deux autres dates? Moi, je dirais le 8 juin. Et l'autre, c'est le 1er mai. Le 8 juin. Exact. Prochaine question. Quelle est la structure vivante la plus grande au monde? Sachant qu'on est dans les mers, océans... Ah, je viens de donner la réponse. Hein. Ah, c'est le récif de Tu corail en donnes- Australie. Margot, Oui. tu dis quoi? La grande barrière de corail. Je vais dire pareil. Eh ben, c'est la bonne réponse. Avec une superficie de 344 400 km², quasiment la taille de l'Allemagne. Quelles sont les espèces marines les plus menacées par le réchauffement climatique? C'est une question en général ou... Général, mais on est vraiment les espèces marines. Les coraux? Nico? C'est ce type de réponse. Oui, oui. c'est- Ouais, ben pareil, genre des organismes qui ont une vie fixée. Bah, la même chose. Je veux dire. Non, mais je veux pas dire autre chose juste pour dire autre chose. Pareil. Oui, c'est effectivement les coraux. Enfin, faut savoir que... en fait, avec le taux de CO2 qui augmente dans l'atmosphère, il y a aussi du CO2 qui arrive à aller dans l'eau. Et ce CO2, il va acidifier les océans. Et tout ce qui est calcaire, tout ce qui... Ça subit très facilement les modifications. Et en plus, avec l'augmentée de la chaleur, ça accélère l'effet d'acidification. Du coup, les coraux, ils sont dans le mal en ce moment. Quel est l'océan le plus chaud? Atlantique, Pacifique, Arctique ou Indien? Indien. Indien. Pacifique. Eh ben, c'était l'Indien qui peut atteindre 30 degrés en surface et en moyenne, il est à 22 degrés. J'arrive pas à dire la même chose que les autres. J'ai un esprit de contradiction beaucoup trop élevé. Es-tu contente d'avoir l'immunité? Oui. Avant-dernière question. Le Nototheniidae, un poisson, À tes souhaits. survit dans une eau à moins 2 degrés. Dans l'océan austral, grâce à quoi? Première réponse, une couche de graisse. La seconde, une peau épaisse. Et la dernière, une protéine antigel. Les trois. Ouais, les trois. C'est une question comme tout à l'heure. Tout pareil, Clarisse? Bah oui. Eh bien non, c'était que la protéine antigel. En fait, ça se fixe sur la moindre microcristaux de glace en formation dans leur corps. Et dernière question, facile. Quels sont les poumons de la Terre? La forêt amazonienne ou les océans? Les océans. Les océans. Oui. Eh ben voilà, qui produit 70% de l'oxygène terrestre. Du coup, Nico, tu comptais les points, on est à combien? Alors, on est à 9 pour Margot, 8 pour moi et 7 pour Clarisse. Ah bah du coup, avec le totem de l'immunité, c'est Nico qui dit... Enfin, c'est toi qui devras t'en occuper pour la prochaine fois. Déjà une idée d'un thème pour la prochaine? Oh, je verrai, c'est pas encore déterminé. Et c'est déjà du coup la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez encore plus de chroniques, retrouvez-nous sur YouTube avec la chaîne Science Infuse. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook pour être au courant de nos prochaines sorties. On vous souhaite à tous un bon week-end et à dans 2 semaines. À plus. À plus. Bon week-end. I'm so high, you should stay low. Ooh, you can see me flying. Now is the time if you wanna let go. So I'll let you go.